Pose chez Stock Contes et légendes de ma vie privée. Perrine Bise, vous êtes une bourguignonne de 18 ans et vous êtes étudiant dans une école d'interprétariat et vous publiez des poèmes sous le titre Premiers instants aux éditions Lattès. Et enfin à ma gauche, Françoise Hamel, vous êêtre assistante d'Ève Ruggieri à TF1 et vous publiez aux éditions Grasset votre premier roman, Le café à l'eau. Alors je vais commencer par Marie Laforêt. Je dois dire que j'ai été très surpris et très agréablement surpris par votre livre, Marie Laforêt, parce que d'habitude, les vedettes de cinéma, de la chanson, eh bien, elles racontent leur vie privée. Alors, certaines ont beaucoup de talent, et écrivent elles-mêmes leurs livres. Je pense surtout à Simone Signoret. Puis souvent, eh bien, ce sont des nègres qui écrivent leurs ouvrages et on apprend des choses plus ou moins intéressantes sur leur vie passée et parfois présente et future. Mais vous, ça n'est pas le cas. Alors, ça s'appelle bien Contes et légendes de ma vie privée, mais vous ne parlez pas de votre vie privée et c'est vous qui avez écrit ce livre. Et il semble, et j'en suis même certain, que vous ayez beaucoup de talent, et je regrette d'ailleurs que vous n'ayez pas commencé à écrire plus tôt. Comment se fait-il que vous ayez... Bah, évidemment, vous êtes encore jeune, mais quand même, pourquoi vous n'avez pas commencé plus tôt? C'est à cause de la chanson, à cause non, de... pas du tout. Parce qu'il y a, je crois, un temps pour la connaissance et un temps pour exprimer ce que l'on a pu apprendre. Alors effectivement, quand j'avais 16 ans, je me destinais à l'écriture ou au couvent. Et puis, en fin de compte, le destin en a décidé autrement et j'ai fait la carrière que l'on sait ou que l'on ne sait pas, mais qui n'était en fait une période, un strapontin sur lequel je me suis assise pendant quelque temps en attendant le moment favorable. Bien, eh bien ce moment favorable est arrivé et il faut dire tout de suite que vous ne voulez pas dire je. Vous dites non, je, c'est pas possible. Non. Pourquoi? Parce que d'une manière générale, je trouve que lorsqu'on dit je, ça veut dire que l'on se souvient d'événements et je me méfie de notre mémoire. Parce qu'elle a tendance à nous rendre beaux, gentils, élégants, vraiment très bien, très bien. On peut avoir beaucoup de sympathie pour je, mais je crois qu'on ne se souvient que des choses qui vous mettent en scène d'une manière agréable. Alors je m'en méfie. J'ai préféré prendre un autre point de vue qui est le point de vue de l'imaginaire et qui, à mon sens, a peut-être plus d'intérêt. Et quand votre éditeur, donc Stock, vous dit racontez-nous votre vie, et vous lui dites non, et vous l'expliquez au départ, et comme vous avez beaucoup de verve et beaucoup d'insolence, vous lui répondez yeux d'or, mon cul. Il faut dire que vous avez un parler très libre. Ah, c'est pas moi qui lui dis ça, c'est la mouche qui me dit ça à moi. Ah oui, oui. Oui, oui. Alors la mouche est en train de m'expliquer quelque chose de très important, qui a l'air comme ça de passer, mais en fait c'est quelque chose de très important. Elle est en train de me dire que le regard que nous avons sur le monde expliqué que nous avons autour de nous, est un regard absurde, c'est un regard de cyclope, et qu'en fin de compte, elle, alors qu'elle est une simple mouche, enfin c'est une mouche, oui. Bien sûr, c'est une mouche. Ça n'est qu'une mouche. Eh bien, en fin de compte, cette mouche a un œil qui est mieux fait que le mien, car il est fait d'un millier de facettes qui, en fin de compte, arrivent à prendre de l'extérieur ce quelque chose qui est peut-être plus important que le monde expliqué que nous avons autour de nous. Et vous seriez mouche? J'en ai qu'un seul d'ailleurs. J'en ai qu'un seul et il est mis du côté droit, ce que je ne mets pas dans le livre, mais je vous le dis à vous puisque nous sommes amis maintenant. Alors je vous le dis à vous, il est mis du côté droit, c'est du côté où le cerveau est braqué uniquement sur le monde de l'imaginaire et de l'intuition. Les qualités de votre livre, à mon goût, eh bien, c'est l'irrespect, l'insolence, la fantaisie et l'imagination. Et c'est vrai que vous êtes très irrespectueuse. Et je ne trouve pas. Vous ne trouvez pas? Non. Eh bien, alors je vais prendre un exemple. Par exemple, il y a une nouvelle qui est plus qu'insolente, qui est osée, dirons-nous, qui s'intitule L'amant d'Yvette Chatrelet, que vous avez dédié à Michel Simon. Oui, tout à fait. Alors ça, vous pouvez dire en deux mots? En deux mots, oui. C'est l'histoire d'une petite fille de 8 ans qui, se servant d'une paire de bretelles et du beurre de son 4 heures, va violer le garde-chasse. C'est ça, oui, vous appelez, c'est pas du tout insolent, c'est pas... Oui, alors ça c'est l'apparence. Alors maintenant le fond, en fait c'est une réflexion papiste sur le péché. Alors vous voyez qu'on est loin du compte. Ah bon? Oui. Vous ne pouvez pas m'expliquer ce que c'est qu'une réflexion papiste sur le... Oui, justement, c'est un petit peu long. C'est qu'en fin de compte, cette petite fille, pourquoi est-ce qu'elle a 8 ans? Parce que, à mon avis, elle est innocente. Et j'ai voulu que ce conte soit parfaitement innocent. Je l'ai voulu non vulgaire. Si j'avais voulu faire une histoire de fesses, j'aurais fait une histoire de fesses bien gauloise, bien crue.
Non, c'est pas ce que je voulais. Je voulais quelque chose qui reste innocent très profondément. Alors, ma réflexion sur le péché, c'est que, en fin de compte, cette petite fille, elle, est innocente, le péché existe. Mais le péché le plus grave, en fait, c'est le mien. C'est parce que cette petite fille, j'en parle au début, et c'est cette fameuse Josiane Lecoq dont j'étais tellement jalouse quand j'étais petite. Alors, en fin de compte, le péché, c'est davantage la mauvaise réputation. Et il faut toujours se méfier de l'apparence des choses. C'est pour ça que l'imaginaire avait une telle importance dans mon livre. Et puis alors, une preuve de votre imagination, de votre fantaisie, c'est une nouvelle qui s'intitule Le voyage de Nicolas Landau. L'extravagant. L'extravagant voyage, ça change tout. Alors, en 2 mots, alors ce Nicolas Landau... c'est un monsieur que j'ai tout à fait connu et qui était un type vraiment exceptionnel. Et en fait, alors si je vous raconte l'histoire, voilà, c'est un homme de culture et c'est le voyage que fait tout homme cultivé à travers la connaissance. On entre d'abord au paradis, c'est merveilleux, on apprend quelque chose, il se passe quelque chose, c'est le paradis. Puis, au fur et à mesure qu'on avance dans la connaissance, on s'aperçoit que les choses deviennent de plus en plus stressantes, ça devient de plus en plus fourni, ça devient de plus en plus foisonnant, on est perdu. Puis on descend carrément en enfer. Ça, c'est la réalité profonde de ce conte. On descend en enfer jusqu'au moment où on va s'apercevoir, c'est un petit peu le roman dont vous parlerez tout à l'heure avec Forestier, mais c'est exactement le même thème, sauf que moi je vais plus loin, il y a un moment où la connaissance débouche sur la qualité du monde, tel qu'il se présente, mais avec la magie en plus, c'est-à-dire oui, comme dit Yourcenar, c'est la connaissance plus la magie. Oui, mais vous laissez entendre que la vérité, on la trouve en enfer. Non, parce que l'enfer à ce moment-là bascule et qu'il devient le paradis. Oui, c'est ça. On y trouve d'ailleurs tous les grands artistes. On y trouve tous les grands artistes, ceux qui ont péché apparemment, oui. Ceux qui n'étaient pas sans tâche sur le plan de la bonne réputation. Oui. Mais en fin de compte, l'art est un absout tout, tout ça devient un grand mélange. Françoise Hamel, vous avez lu le roman, enfin pas le roman, le recueil de nouvelles, on peut, je ne sais pas, disons les textes de... Oui. Hein? J'ai trouvé ça très très courageux que Marie Laforêt, avec le nom qu'elle a, le talent qu'elle a, qu'on connaissait surtout comme chanteuse, que j'aimais d'ailleurs comme chanteuse, surtout dans les chansons sud-américaines. Et j'ai trouvé qu'elle écrive dans un genre comme celui-là, qui n'est pas un genre facile, de contes, de courtes pièces, de légendes. J'ai trouvé ça vraiment bien de faire ça. Quels sont vos auteurs préférés? Les influences? Platon. Platon? Fichte. Ah, mais Platon, oui. Pardon. Pourquoi pas? Oui. Et puis? Platon, César, Jules, Rimbaud, Flaubert, Mallarmé, qui je pourrais citer actuellement. Bon, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est un... Oui, bah, je vous ai dit ça comme oui. ça, oui, d'accord. Oui. Entre la poire et l'autre fromage. Et est-ce que vous avez maintenant une ambition d'écrivain? Oui, tout à fait. En fin de compte, ça si vous voulez, c'est une manière de présenter les choses. J'avais un problème grave qui était le problème de l'image de Marie Laforêt au départ, celle qu'on connaît a priori. Mais pour la première fois, bon, j'explique que c'est peut-être pas tout à fait ça. Donc j'ai fait un recueil de nouvelles qui sont au premier degré, j'espère, distrayantes, amusantes, qui ne tirent pas à conséquence, mais qui en fait, si on veut les lire à fond, débouchent sur des problèmes qui sont peut-être davantage philosophiques ou qui sont avec des thèmes en tout cas que j'ai envie de développer. Et quelquefois, ça donne des projets un peu ambitieux comme celui que j'ai à l'heure actuelle pour le prochain livre. Perrine Bise? Oui, ce que j'aime beaucoup, c'est cette façon d'effleurer les problèmes et de laisser le lecteur finalement en faire ce qu'il en veut, mais qui peut en faire beaucoup, je crois. Oui, c'est un peu l'auberge espagnole. Amenez si vous voulez. Ne pas marcher dans les problèmes, ne pas s'enfoncer. Non, je les effleure seulement et puis... C'est ça qui est très agréable. Mais vous ne craignez pas que on vous accuse de touche à tout, actrice, chanteuse, commissaire-priseur, maintenant écrivain, vous ne craignez pas? Oui, vous savez, en fin de compte, si on veut voir les choses sous cet aspect-là, on peut dire que Georges Sand était un travelot et que Colette était une danseuse nue. Je pense, en fin de compte, au bout du compte, lorsque j'aurai fini d'écrire, je ne sais pas ce qui restera, mais à mon avis, ça n'est certainement pas la chanteuse. Enfin, on peut tabler sur vous maintenant. Allez miser, allez parier. Vous allez écrire d'autres livres, ce ne sera pas simplement une petite distraction que vous vous êtes offert. C'est pas du tout une distraction, hein. C'est vraiment un besoin, c'est une urgence, il était temps.
Je sais que j'ai passé l'âge des débutants, mais quoi qu'il en soit, bon, je le fais maintenant parce que j'avais d'autres choses à faire. Bon, alors Françoise Hamel, votre premier roman, Le Café à l'eau, vous nous racontez les histoires assez dramatiques et en même temps drôles d'une drôle de famille dont le chef est un ancien militaire qu'on appelle le héros, qui est un ancien de... C'est un ancien spahi qui Oui. a fait la coloniale en Afrique du Nord et qui, une fois revenu dans sa famille, dans la Manche, à Cherbourg, au bout de la presqu'île, a tout perdu puisqu'il n'a plus l'ordre militaire autour de lui. Alors il essaie de faire régner dans sa famille, enfin de régimenter sa famille, de faire marcher tout le monde à la baguette. Il les terrorise. Alors, oui, bon, la famille, il y a donc sa femme. Il y a sa femme qu'on appelle la boyesse, c'est Oui. le féminin de boy. En Afrique, on appelle les boys, enfin les Oui, parce qu'il a bonichons, ramené les quelques boys. types d'Afrique. Hein, C'est ça. oui. Et la boyesse, c'est la femme bonne, la bonne quoi. Oui. Et puis il y a 3 enfants Oui, qu'on appelle par une sorte de matricule. les 14, 15, 16, parce Oui. qu'il les veut toujours par ordre de grandeur. Il faut que, et il dit souvent que rien ne doit dépasser, le couloir de l'appartement doit être comme un box à chevaux bien droit, les têtes ne doivent pas bouger, tout le monde doit être aligné derrière la porte. Bon, alors vous dites, la famille constitue la base d'une société marchant à la baguette. Alors ça, c'est la théorie même de ce héros, de ce militaire. Il fait régner absolument la terreur. Je vois, c'est plus que, oui, c'est ça. C'est plus que la discipline du régiment. C'est la terreur, moi je trouve, non? Oui, c'est la maniaquerie, c'est la folie. En fait, il essayait d'enfermer les autres dans son propre enfermement, dans sa folie à lui, où il était tout seul. Alors, il interdit à sa femme et à ses enfants d'aller à la messe, il interdit de regarder la télévision. Il interdit à l'aînée de faire des études, par Oui. exemple, alors qu'elle était très bonne en classe. Et puis, si votre héros venait là ce soir, alors il serait fou, parce qu'il déteste les livres. Oui, il déteste les livres. Alors là, il aurait beaucoup de mal à les jeter par la fenêtre, parce qu'il n'y a pas de fenêtre. Oui, et puis il y en a beaucoup trop. Oui, il y en a beaucoup trop. Oui. Et il avait horreur des livres, la vue d'un livre de mettait hors de lui, mais je pense que c'est parce qu'il n'avait pas lu de livres quand il était enfant et quand il était jeune. Dans sa famille, il n'y avait pas de livres, alors il rejetait les choses auxquelles il n'avait pas eu droit. Et tout le jeu de sa femme et de ses 3 enfants, c'est d'échapper à cette terreur. Alors la femme, à la fin, trouve un moyen, évidemment, un peu radical, c'est d'aller dans une sorte d'hôpital psychiatrique. Oui, chercher une autre maison, elle Oui. n'en avait pas trouvé d'autre, comme elle ne pouvait pas aller chez sa mère puisqu'il l'aurait retrouvée. Alors elle s'est fait passer pour une grande fatiguée, pour une grande malade. Et puis les 3 enfants rusent. Alors c'est ce qui donne un peu ce côté drôlatique à votre livre. Mais tout de même, cette histoire, parce que moi j'arrive pas à croire vraiment qu'il existe des hommes pareils. Je peux pas y croire. Mais je sais pas, je suppose que vous n'êtes pas un homme comme le héros, mais il y en a partout, mais ce n'est pas seulement parce que c'était un militaire, ça pourrait être un épicier, un boulanger. D'ailleurs, assez récemment, il y a eu un fait divers qui m'a frappé dans le nord de la France. C'est un boulanger qui terrorisait ses enfants, qui forçait ses petites filles de 5 ans à venir à 4 heures du matin dans la boulangerie, à sticker tout. Et c'est très possible, même dans des milieux bourgeois. Je pense qu'il y a des hommes qui peuvent complètement terroriser les gens qui vivent autour d'eux. Mais à ce point-là, quotidiennement... Oui, mais alors... oui, et malgré les psychiatres, pourquoi la femme reste finalement? Pourquoi elle reste? Parce qu'elle a des enfants. Et puis, elle y est peut-être attachée, finalement. Et moi, j'ai souvent posé la question à ma mère. Elle m'a toujours dit que finalement, elle y était quand même... Perrine Bise, vous avez une famille qui ressemble un peu à Moi, ça? j'étais complètement affolée en lisant ça, mais... Mais vous savez, j'ai reçu des lettres de lectrices qui m'ont dit, chez moi j'ai connu ça, j'en ai reçu une il y a quelques jours, la femme m'écrivait, nous, quand on le guette et quand on voit sa voiture, on crie 22 et tout le monde rentre bien pour se mettre en place. Marie Laforêt. Moi, je dois dire que je n'ai pas lu du tout le même livre. C'est-à-dire que j'ai trouvé que ce pauvre garçon, qui s'est trouvé dans cette famille avec une haine féroce de sa femme, de ses enfants dressés, alors qu'il fait la cuisine, qui fait les...
Oui, il fait la oui. cuisine Ah non, régulièrement. alors peut-être que vous aimez... Mais je l'ai lu à l'envers. Ah Moi oui, j'appelle ça oui. complexe d'Iphigénie. Comment tenir Ah un non. homme en le castrant complètement, non. en le culpabilisant Non, alors parce qu'il ça- est méchant. Ah bon? Alors Ça, ça non, devient alors ça me choque énormément parce que bon, On va c'est se une battre. histoire que j'ai Vous avez dit vécue. qu'on se battrait. Non, je ne veux pas me battre avec vous. Je ne suis pas de taille, mais c'est une histoire que j'ai vécue. Alors je ne peux pas vous dire que nous avons terrorisé quoi que ce soit. Ah bah, c'est votre faux. sympathie va à l'homme? Ah oui, Mais nettement. peut-être C'est que pas vous... possible. Oui, tout à fait. Mais Mais- c'est la première personne qui me dit ça. Vous aimez peut-être les légionnaires et le charme du sable chaud Non, et c'est-à-dire, c'est des pas spécialement militaires, mais l'aspect moi, militaire, mais je lui ai trouvé, il aime ses enfants, il aime son Oh, chien. un comment auteur il qui aime tombe. ses enfants? Oh, quel est l'auteur qui est tombé? Oh, non, non, On saura non, je jamais. vous en prie, parlez. Non, je vais vous dire qui est tombé. Je me fais attaquer. C'est jamais. C'est ce qu'il y a du fantastique. Oh, C'est c'est Marie Cardinal. Marie Ah Cardinal bon. est tombée pendant l'émission. Ça lui a porté chance d'être Oh, tombé. voilà, jamais là quand même. Hein. Voilà. Oui, je me tais, alors si on m'attaque Non, à non. ce point-là. Non, non, oui, évidemment, vous étiez un peu prise Non, de non, vous revers. n'êtes là. pas attaqué, c'est moi qui me sens en danger là quand vous dites parce que Vous savez, c'est tellement difficile d'être un livre homme. de toute façon. Pourquoi est-ce difficile d'être un homme plus que d'être une femme? En tout cas, il a essayé, le héros du Café à l'eau a essayé d'empêcher ses enfants de devenir des hommes. Il disait les mineurs ne doivent pas avoir d'avenir. Il ne donnait aucune liberté. Il aimait son chien parce que son chien pouvait à la rigueur être un esclave et le suivre au pack à danser. Et Le café à l'eau, c'est le seul oui, plaisir. c'est le plaisir parce que la mère dit souvent, pour se remonter le moral, on va boire un café, on va se faire un café à l'eau, ça ne nous fera pas de mal puisqu'il n'est pas très fort. Ou des œufs à la ou des Enfin, œufs. je Oui, crois se qu'elle était faisait des réellement œufs. malade parce qu'avec la somme d'œufs à la coque qu'elle a mangé pendant tout ce livre, elle doit être réellement malade. à la Non, fin. non, il se porte très bien. Le café à l'eau, c'est un café très clair, ça ne rend pas malade. Quant aux œufs, non, ça va très bien. Je crois que non, le malade, c'était le héros. Malheureusement, il Enfin, il ce sont pouvait des choses pas que vous avez s'en rendre connues, compte. dont vous racontez l'existence. Là. Bah oui, moi je ne vais pas le cacher, je ne fais pas dans l'imaginaire. Si je fais dans l'imaginaire, c'est dans l'imaginaire quotidien. Le héros, c'était mon père, la boyesse, c'était ma mère, la pensionnaire, c'est moi. C'est aux trois quarts autobiographique, mais c'est aussi aux trois quarts, j'espère, littéraire, enfin transposé. Bien sûr. J'aime les auteurs qui se mettent en question, de toute façon, sans me comparer à eux. J'aime Céline, j'aime Proust, j'aime des gens qui ont dit jeu et qui ne se sont pas travestis d'ailleurs derrière leur jeu. Seulement quand on écrit, on oublie complètement que c'est soi, sinon on n'écrirait plus. Et Céline disait, dans la littérature, il y a le style, il y a l'expérience vécue. Moi, c'est ce que je veux faire comme littérature. Très bien, merci François Damet. Et la jeune poétesse de 18 ans, c'est rare tout de même de voir une poétesse d'abord trouver un éditeur, en l'occurrence c'est la thèse, publier ses premiers poèmes. Vous les avez écrits de quel âge à quel âge? J'écris depuis que j'ai 10 ans. Depuis 10 ans? Enfin, il y a des poèmes quand même que vous n'avez pas écrits à 10 ans là. Ah, bien sûr. Oui, oui. Le premier, disons, date de lorsque j'avais 10 ans. À peu près. Et puis ça s'échelonne jusqu'à maintenant. Alors, est-ce qu'on peut dire que tous ces poèmes échelonnés, c'est une sorte de journal de votre sensibilité? Est-ce que vous tenez un journal? Non, je tiens pas de journal. Ben, ça en tient Ça lieu. m'ennuie. Oui, peut-être, oui. Oui. Un journal m'ennuie, j'ai vraiment envie de froisser chaque page après les avoir écrits. Ça, c'est plus... Il y a plus de recul peut-être, je sais pas. C'est plus caché, c'est plus dissimulé. Bon, et pourquoi, comment à 10 ans, pourquoi vous êtes mise à écrire des poèmes? Et pourquoi avez-vous continué? Quel plaisir en recevez-vous? Un grand plaisir. Celui de, je sais pas, d'écrire des mots et puis de les trouver beaux, je pense. Ouais. C'est très... C'est un plaisir vaniteux. esthétique? Purement Oui. esthétique? Oui, je pense. Enfin, il y a un plaisir peut-être aussi de sensibilité, même de sensualité. Il y a le plaisir de se dire, ce qu'on pense, mais il disparaît très vite par les mots. Alors, est-ce que la photographie qui est sur la couverture n'est pas un peu trompeuse, à la mesure où vous allez être très souriante, alors qu'on ne peut pas dire que votre poésie soit très souriante? Souvent, elle est un peu chagrine, elle est un peu mélancolique. Oui, non, je crois que c'est pas une fausse image. Non? Non, non. Je suis souriante, je sais pas. Même la poésie est souriante à mon avis. Oui, mais pourtant, attendez, Le bonheur est toujours présent dans sa poésie. le bonheur est toujours présent, mais tout de même, là, je vais vous lire un poème, là. À l'ombre fade du devenir, j'oublie d'être un rien qui pleure. J'oublie. Oui, mais j'attends doucement un soleil et je marche le long des murs. Elle viendra d'ailleurs, elle aura le sourire d'autres toits, elle rongera mes solitudes, cette vie que déjà j'entends gémir sous les pierres. Il y a tout de même, effectivement, une attente, mais enfin une attente un petit peu douloureuse.
une attente gay quand même. Une attente gay. Oui. Ouais. Alors, il y a des... Alors, effectivement, il y a tout de même des mots qui reviennent très souvent. Je dirais que c'est une poésie un peu à la fois écologiste et, je dirais, météorologiste, parce qu'il est beaucoup question du soleil, du vent, du gel, de la pluie, du printemps, de l'été. Ce qui est normal, d'ailleurs. Oui. Bon, pourquoi vous êtes très sensible à tous ces signes Je extérieurs? crois surtout que je suis très proche de la terre. Et c'est Voilà, ça. vous vivez dans... Oui, je suis entourée de vignes, entourée de champs, entourée de... Je pense que automatiquement ça influence. Ouais. Et puis aussi, vous êtes très intéressé par les pièges de la mémoire. Souvent, je ne sais pas si vous avez remarqué, le mot, les mémoires, souvenirs reviennent sous votre plume. Marie Laforêt en parlait, la mémoire est trompeuse et c'est vrai. Oui, Mais oui, allez-y. Oui. Vous allez continuer d'écrire des poèmes ou est-ce que vous pensez écrire des romans? non, je continue à faire des poèmes. Les romans, c'est trop compliqué pour moi. Vous pensez que vous n'écrirez jamais des romans? Je sais pas, je suis très impressionnée par ce don de raconter et d'avoir à dire des choses. Et franchement, je suis très économe des mots. Moi, je pense que vous y viendrez. Moi, j'ai commencé, j'ai écrit beaucoup de poèmes. Après, j'ai écrit une pièce de théâtre et je me suis mise au roman. Je crois qu'on y vient automatiquement. Et c'est l'école de la rigueur, le poème. Après, il faut se débarrasser de mots trop beaux, peut-être, ou d'expressions trop évidentes. Le roman me semble trop enfermant. J'ai très peur de m'enfermer avec des personnages, des situations et puis de pouvoir en sortir. Je sais pas. Vos camarades, garçons et filles, écrivent des poèmes? Non, pas que je sache. Non. Vous êtes la seule parmi tous vos amis à écrire des poèmes? Oui, je crois. Ou bien est-ce que eux ont peut-être, je ne sais pas, plus de pudeur que vous? Peut-être. Est-ce qu'ils les cachent, ils ne veulent pas les montrer? Franchement, je sais pas. Ouais. Et vous pensiez que ces poèmes un jour seraient publiés? Est-ce que vous les avez écrits pour qu'ils soient Non, publiés? vraiment, je pensais pas. Je pensais pas, mais vraiment, je suis très heureuse qu'il le soit. Oui. C'est un grand encouragement. Et puis, Oui. Marie Laforêt, qu'est-ce que vous pensez des poèmes de cette... Il faut tenir compte de l'âge. Moi, je trouve ça vraiment bien. Oui. Je crois effectivement que c'est comme ça qu'il faut commencer, mais je suis à peu près persuadée que vous continuerez, que vous irez plus loin et que vous irez au roman aussi. Je pense qu'on a tous commencé par écrire des poèmes et c'est bien de les faire et c'est bien d'apprendre le mot, de pouvoir en jouer, de pouvoir exprimer. En fin de compte, qu'est-ce que c'est qu'un auteur? C'est quelqu'un qui a un conflit entre ce qu'il a à dire, son imaginaire et le quotidien. Et la manière de le traduire, je crois, c'est d'abord et avant tout la poésie. Et Après, déjà, son nom était viendra une poésie, Perrine Bise. Oui, c'est un très nom. joli. Ça n'est pas un un pseudonyme. poème. Ah non, C'est votre vrai nom. vraiment, oui, oui. Ouais. Et vous aimez Rimbaud aussi, comme Marie Laforêt? Oui, j'aime les poètes classiques, j'aime beaucoup. Bien, Bon, eh bien, ça me marque beaucoup. eh bien merci Oui. Audrey Toit. Nous allons parler de Rimbaud maintenant, que Marie Laforêt célébrait il y a quelques minutes avec deux Rimbaldiens.